Eh bien, bonjour aux esprits libres, bienvenue dans la partie un peu plus relax où on peut discuter à bâton rompu comme si vous étiez au bar chez vous avec vos amis et avec un verre de vin. Je voulais aborder aujourd'hui une, un terme, une conception des choses un peu transdisciplinaire, c'est la chaotisation du monde et la spécificité des périodes intermédiaires. On voit quand même que l'élection de Trump récente a bouleversé les rapports du monde, a changé la forme du monde. On voit énormément de mouvements sociaux, on voit des mouvements politiques aussi, les élections sont assez importantes et je voulais un peu votre sentiment. Comment la France allait se sortir de ce bourbier dans ce monde qui change? Et est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de positif? Peut-être honneur aux dames, est-ce que le monde devient de plus en plus Attention. chaotique, de plus en plus hystérique? Quels sont les faits marquants qui t'ont impacté, Flavie, ces derniers temps? L'effet marquant, mais tu parles bien de l'élection de Trump, là. Donc, on ne parle pas de faits Les marquants. effets de l'élection de Les Trump, effets la marquants. chaotisation du monde. On peut quand même admettre que sans l'élection de Trump, il n'y aurait pas eu cet immense mouvement social anglais. Il n'y aurait pas probablement une AfD qui serait potentiellement moins puissante. On voit quand même que Trump a été un catalyseur de changement. Et qui Sans dit doute changement, dit déclenché quelque chose qui était retenu depuis très très longtemps. C'est pour ça que ça prend des proportions aussi importantes comme en Angleterre, où en fait les gens se sentent empêchés de parler, et d'autant plus que ça prend des proportions ces derniers temps complètement folles, parce qu'ils vont en prison pour un post Facebook. Récemment, il y a un écrivain anglais qui a été accueilli à l'aéroport par la police pour un post Facebook, je crois. Et une femme qui est en prison pour avoir dit qu'il fallait brûler. Alors évidemment, elle a dit qu'il faut brûler les hôtels de migrants. Enfin, on se doute bien que c'est pas forcément suivi des faits, ce genre de déclaration. Donc. Mais ça prend des proportions d'autant plus importantes que ça a été refoulé, oui, et qu'il a permis ça, oui, certes. Et que là, on va, voilà, c'est le début, en effet, d'événements qui vont pas s'arrêter, ça c'est clair. Que je pense que c'est un mouvement qui est en marche. Et que ce qui a été l'esprit du temps depuis, on va dire, alors on peut dire 40 ans, mais en même temps, moi je dirais que ça s'est vraiment radicalisé, cet esprit, depuis 15 ans, 15-20 ans. Commence à avoir du plomb dans l'aile, oui. Bastien, qu'en penses-tu? Par rapport aux conséquences, en fait, je suis d'accord sur le constat, c'est-à-dire qu'on a affaire à Trump en tant que catalyseur. Cependant, ça me paraît pas non plus, alors je dirais, extraordinaire, car de toute façon, le vecteur de stabilité à l'échelle internationale ou le vecteur d'immobilisme, selon son point de vue, qu'étaient les États-Unis, en fait, avec Trump, retourne dans une politique qui n'est non pas aventureuse, mais qui a souvent un caractère expérimental, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui remet à jour les principes douaniers à une échelle macro, c'est-à-dire que c'est simple, il s'en sert dans sa politique de manière courante à l'échelle internationale, ce que certains peuvent dénoncer. Hein. Vous avez certaines agences, bon, on ne parlera pas de la Commission européenne, on ne parlera pas non plus de l'OMC, mais bon, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut avoir un impact réel sur la politique économique et la politique commerciale. Donc, conséquence, vu que c'est encore le centre du pouvoir occidental et pour certains le centre du pouvoir mondial, et in extenso, ben, vu qu'il fait quelque chose que d'autres ne se permettaient pas, entre cette politique commerciale et la primauté qu'il accorde à ce que lui appelle la lutte contre le, enfin, c'est ce que Musk avait appelé le virus woke, c'est-à-dire en fait l'attaque sur la gauche, l'attaque sur un certain type d'ONG. On avait eu ça il n'y a pas longtemps avec, c'était quelle organisation américaine que Musk avait dégoupillé récemment là, USAID. l'USAID, voilà. Bah, c'est-à-dire que vous vous attaquez au financement indirect d'ingérence étrangère, vous vous attaquez à la politique commerciale mondiale dans ce qu'elle avait de consensuel. Bah, c'est simple, vous recréez de l'incertitude, vous recréez un stress positif ou négatif selon son point de vue pour les systèmes, donc les systèmes s'adaptent, donc les sociétés se remettent en mouvement. Alors, bien entendu, c'est pas agréable pour certains parce qu'ils sont dans le viseur de certaines puissances, dont les États-Unis, mais quoi qu'il arrive, ça va nous pousser à une mise à jour économique, à une mise à jour sociale, et à revoir peut-être notre contrat social politique. Et de ce côté-là,
tant que ça bouge, c'est qu'on est vivant, et l'immobilisme, c'est avant tout une preuve de mort. En tout cas, la réaction de l'autre camp est particulièrement, en tout cas, comment dire, malhonnête intellectuellement. Moi, je vois là les plateaux, malheureusement principalement service public, où on essaye de nous expliquer que les magas sont contents de la mort de Charlie Kirk parce qu'elle leur fait un martyr, et que c'est l'extrême droite qu'il faut combattre la violence de l'extrême droite, alors que pour l'instant, il y a eu un tir sur Trump et un tir raté sur Trump et un tir réussi sur l'autre. Et avec une rhétorique où on sort je ne sais pas comment les gens arrivent à écouter, parce que c'est une rhétorique, on sort des émissions, on ne sait même pas de quoi on a parlé, on s'est fait rouler, vous savez comment on se fait rouler dans une sorte de jeu de fête foraine, où c'est très très désagréable à entendre, c'est très confus, c'est plutôt un signe de perte d'influence, mais c'est pas beau à voir en fait, en termes humains. Noah? Je serais assez d'accord avec Flavie et Bastien, dans le sens où l'élection de Donald Trump, sa première élection, mais surtout sa réélection, je pense, a eu un effet plutôt que de catalyseur, je dirais que ça a fait une espèce d'effet de ventilation, dans le sens où la cocotte minute, avec des sujets qu'on mettait sous le tapis, qui accumulaient de la pression, et avec Donald Trump, t'as une soupape qui s'est ouverte. Et du coup, tu as certains sujets qui peuvent être abordés. Tu as aussi Musk qui joue sa partition là-dedans, en bien ou en mal, bon, qu'importe. Mais ça permet d'évoquer certains sujets. Et avec tout ça, je pense qu'on est face à, bon, l'avenir le dira bien sûr, mais une accélération de l'histoire. Parce que quoi qu'il arrivera à l'avenir, je sais pas, même si je suis pessimiste, je pense que les choses sont en train de s'accélérer très clairement, parce que Donald Trump met des coups de pied plus ou moins dans la fourmilière. C'est pas le destructeur de l'ordre mondial ou quoi que ce soit. Il reste quand même président des États-Unis. Il est conscient de son rôle, de son pouvoir, et ça reste un homme, c'est-à-dire qu'il est il est corruptible face au pouvoir, non pas dans le sens que c'est un homme corrompu, ça j'en sais rien, mais pour reprendre la logique de Tolkien, le pouvoir corrompt de manière générale. Et il faut être extrêmement solide pour y résister, on va dire. Et pour faire un zoom un peu plus français, on va dire là-dessus, je suis particulièrement pessimiste, parce que d'après moi, on est face à une société qui est verrouillée sur beaucoup d'aspects. Je sais plus si c'était Flavie ou Bastien, excusez-moi, qui a parlé du traitement dans les médias, justement. Petit coup à Patrick Cohen, qui a été conservé justement dans sa place et qui maintenant fait du complotisme acceptable. C'est-à-dire qu'il prétend que la vidéo qui a été prise de lui, c'est un montage. Voilà. Et c'est l'autre qui a pris, le lampiste, c'est... Oui, Éric Legrand, je crois. Non, je confonds. Thomas il est Legrand. tellement... Oui, Thomas Éric, Legrand, Éric Legrand, c'était le doubleur français du personnage de Vegeta, excusez-moi. et c'est l'autre qui a pris, et on a même surpris, a priori, Cohen à la sortie de l'Élysée. Enfin, il aurait été rendre visite. Ça ne serait pas surprenant. Mais bref, le monde médiatique, enfin du moins le service public, est verrouillé par une certaine caste politique ou avec certaines affinités politiques. C'est la même chose dans le monde de la justice. D'après plusieurs sources, évidemment anonymes, parce que les gens ne sont pas suicidaires, donc ça reste quand même des sources à prendre avec des pincettes, mais le ministère de la Justice serait infesté, de manière générale, de gens qui sont plutôt pro-gauche et aux dernières élections NFP. Voilà. Donc les juges rouges, ça n'existe pas, oui, mais peut-être pas forcément chez les avocats, mais chez les juges, là ça se discute peut-être plus. Donc, et puis le peuple français, je pense qu'il est très apathique de manière générale, il est anesthésié. Je vois pas honnêtement de perspective qui pourrait amener à ce que les frigos soient vides et que les gens se bougent. Donc pour moi, ça va être une lente mort, et quand bien même un parti qui veut faire changer les choses arriverait au pouvoir, il serait bloqué
imaginons que le RN soit vraiment un parti de rupture qui veut faire des Il n'y choses. aurait pas de majorité déjà. Oui, c'est ça, déjà ça. Il serait bloqué dans beaucoup d'institutions, le Conseil constitutionnel, le ministère de la Justice entre autres, même le fonctionnariat de manière générale, l'audiovisuel aussi, mais bon, ça, à la rigueur, il a plus de main dessus. Donc, Il y a un je problème suis de peut-être- son. Ah, Il y a une espèce de bruit comme si on entendait Il y une a sorte un de vache. grésillement. qui viendra de mon côté. Ouais. Ah, voilà, c'est réglé. Quand tu coupes ton son, ça vient de ton casque. Ah, je vais essayer de régler ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est il y a 2 points là, peut-être pour rebondir. Premièrement, effectivement, la France est parmi les pays les plus paralysés par ces institutions, par les forces en présence, pour X raisons. Peut-être que c'est aussi une des déviances de la 5e réformée, qui finalement ne fait pas beaucoup mieux que la 4e sous certains aspects aujourd'hui. Deuxièmement, moi j'ai une expérience de pensée à vous proposer pour souligner vraiment à quel point le monde a changé, je trouve. Seriez-vous capable d'imaginer le monde de maintenant avec Kamala élue? Ça paraît tellement lointain, tellement autre, qu'on est en difficulté d'imaginer le monde de Kamala, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très récent et ça commence à paraître très long. Il y a toujours le problème de son Noah. Ah mince, Enfin, je sais pas bordel, je sais pas d'où comment- ça vient. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Flavie et Bastien, en attendant que Noah ajuste Oui, son son. oui, non, mais je suis d'accord. Son Kamala, elle avait déjà beaucoup de mal à passer, donc son monde était déjà, enfin son monde. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même des gens un peu doués pour arriver à porter un projet qui est déjà moribond sur plein d'aspects. Et le paradoxe, c'est justement, ils trouvent personne. Le Parti démocrate a beaucoup de mal à trouver aujourd'hui quelqu'un d'autre qu'un vieillard ou qu'une idiote. C'est quand même pas très bon signe. Alors que du côté républicain, il y a quand même des candidats. Il y a Vance, à un moment, il y avait un type qui avait un nom d'origine mexicaine. C'était DeSantis, non? Oui, Dos Santis. Et oui, il a un peu disparu celui-là. Bon, il y a pas mal il y a quand même plus de candidats chez les Républicains que chez les démocrates aujourd'hui. Ça aussi, c'est un signe. Donc, oui, on a échappé au monde de Kamala. Je pense que quand même, on ne pouvait pas. Il y a des limites. On ne pouvait pas tomber aussi bas. Ceci dit, moi, j'en Oui, connais qui la voyaient très bien au pouvoir. Parce qu'il faut, disent-ils, de la stabilité, de la après, encore une continuité. fois, il me semble que, bon, j'en dirais pas de mal parce que, encore une fois, hein, elle a eu sans doute la grosse humiliation qu'a eu un candidat démocrate depuis des années. Et deuxièmement, bon, enfin, ça se fait pas de dire du mal d'une femme qui s'est déjà fait en partie harceler par ses diverses bourdes, hein. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, elle s'était faite copieusement avoiner. Oh, bah, Mais c'était c'est-à-dire drôle, que hein. oui, oui, je dis pas, mais c'est que je vais pas enfoncer le clou là-dessus. Simplement, je pense que Kamala Harris, ça aurait été simplement un mandat Biden bis, c'est-à-dire qu'il ne serait rien passé de fou, ils auraient fait un peu de sociétal, la situation américaine aurait conservé l'élan économique qu'avait mis en place Trump en 2016, parce que ça, c'est quelque chose de totalement conforme, hein. À l'OMC, en fait, Biden a continué la politique de Trump concernant les autorités de règlement des conflits. C'est-à-dire que les États-Unis se sont opposés depuis 2016 à toute nomination de juges, arbitres et toute autre autorité pour régler les conflits au sein de l'agence, ce qui fait que ça l'a complètement paralysé. Et vu que l'OMC prend toutes les décisions à l'unanimité, ben, c'était pareil. Donc encore une Elle a un peu fois, disparu du paysage, hein, cette voilà, agence. elle a disparu, mais c'est-à-dire que selon moi, Kamala Harris, c'est comme, enfin, je vous dis, vous prenez quelqu'un comme Merz ou Scholz, vous prenez quelqu'un comme Starmer, vous prenez quelqu'un comme Macron en France, hein. Enfin, c'est des gens, ils sont pas, on n'est pas face à des réformateurs ou des hommes d'institution. Ce sont des gens qui sont avant tout des émanations d'une structure administrative, d'une certaine sociologie et d'un certain milieu académique, ce qui fait que concrètement, vous ne pouvez pas attendre de ces gens-là une remise en question. Donc vous poursuivez les lignes et simplement, bah, ça empire parce que, désolé de le dire, hein, mais on n'est plus dans les années 80 et pour certains, on n'est plus dans les années 60.
En tout cas, on remarque un des trucs assez étonnants aujourd'hui, c'est que les porteurs du monde d'avant, entre guillemets, continuent sur leur ligne droite. On a les démocrates qui continuent à faire du woke tout droit comme si rien n'avait changé. T'allumes la télé française, tout le monde est nazi d'extrême droite et ça la haine. Alors que les gens sont dans la rue et on a des mouvements de plus en plus violents avec des volontés populaires claires. C'est assez étonnant de voir l'incapacité des gens qui ont détenteurs du pouvoir, ou détenteurs du magistère idéologique, dans une incapacité absolue de changement. Mais parce que justement, maintenant, les critères sont mal énoncés. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de gauche et de droite. Il y a une droite qui rejoint une certaine gauche et une certaine gauche qui rejoint une certaine droite. Aujourd'hui, il y a vraiment les questions, par exemple, sur la question des frontières, quand vous parlez, par exemple, aux jeunes LFistes sur le fait que la question des frontières et de l'immigration, pour eux, est tout de suite du racisme, c'est parce qu'ils ont complètement intégré la mondialisation. C'est tout le paradoxe. Ils sont soi-disant en lutte anticapitaliste, mais ils sont quand même pour une des manifestations les plus fortes du capitalisme ces dernières décennies, qui est la mondialisation, et qui fait que c'est ce qui a rendu le capitalisme encore plus violent. Mais donc par pure ignorance, parce qu'ils sont souvent pas très malins, malheureusement, et pas très cultivés, ils considèrent que être fasciste, c'est réfléchir au niveau national. Alors que s'ils veulent avoir une lutte de gauche, ils ne pourront s'en sortir qu'au niveau national, parce que c'est déjà assez compliqué au niveau national et même au niveau local. Alors s'ils veulent abattre le capitalisme en Inde ou dans toute l'Asie, ils ne réussiront, comme tu disais David, qu'à détruire le capitalisme français. Quoique c'est ce qu'ils cherchent, soi-disant. Enfin bon, bref. Je voudrais juste me permettre une petite remarque, je m'excuse de vous couper, mais c'est quelque chose d'assez intéressant que j'avais lu, je crois, dans un reportage qui avait été fait, enfin, un reportage écrit, genre, qu'on se comprenne bien, qui avait été fait, en fait, c'était par rapport à, là, actuellement, l'Open Society de George Soros était attaqué, et ils expliquaient qu'en fait, c'était très drôle, parce qu'en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, et même dans certains pays d'Europe de l'Est, en fait, ce type de manifestation de gauche qu'on voit en France, c'est-à-dire des drapeaux palestiniens, des drapeaux d'à peu près tous les pays, des trucs bizarres qui vont du syndicaliste jusque à la transidentité, en passant par les altercapitalistes, en passant par des modes, enfin les black blocs, etc. En fait, c'est très conforme à ce qu'on voit dans les manifestations de gauche absolument partout sur la planète. Ouais. Et c'est ça qui est que je trouve assez intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est que, enfin, ils ont fait indirectement une promotion de la mondialisation, une promotion de la société ouverte, mais ce qui a fait qu'en fait, ça a été les premiers impactés par ça. Parce que je me souviens encore, c'était pour la réforme, la loi El Khomri, je crois que c'était en 2014 ou en 2015. Il y avait encore, à l'époque-là, vous regardiez les manifs, etc. Vous n'aviez pas de la généralisation en fait, du phénomène qu'on appelle Black Bloc. Vous n'avez pas non plus cette immixtion en fait, des sujets de sexualité, etc. Bon, il y a toujours eu une tradition de lutte un petit peu palestinienne, israélienne en fait en France, mais je veux dire, actuellement, on avait quand même une tradition de manifestation sous couvert syndical, sous encadrement syndical pareil, alors que maintenant, en fait, on a exactement les mêmes manifestations d'un parti de gauche, qu'on soit à Bamako, enfin pas à Bamako, mais qu'on soit à Buenos Aires, à Auckland, en Australie, enfin dans tout le monde occidental, exactement. Ouais, j'ai l'impression justement que le mouvement Occupy Wall Street était un petit peu plus substantiel quand ça a commencé dans les années 90-2000. Tandis que là, c'est vraiment devenu complètement, intellectuellement, très, très, très pauvre. Moi, je dirais quand même que ça a vraiment commencé à prendre dans les années 2010, en réalité. En fait, c'est l'ironie, c'est que c'est devenu un phénomène mondial quand c'est devenu suffisamment débile pour se diffuser sur les réseaux sociaux. En fait, c'est tout le paradoxe du mouvement woke, c'est que certes, ça commence dans les universités, mais ça prend une véritable ampleur parce que ça attire tellement l'attention parce que c'est délirant. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils servent complètement ce qu'ils sont censés combattre. Moi, je voyais des gamines là, qui disaient
D'ailleurs, elle parle toujours maintenant, le grand gimmick de langage, c'est en vrai, quoi. Alors en vrai, on est là pour combattre le fascisme et le gouvernement fasciste, là, parce que en ce moment, c'est trop la merde, le gouvernement, le monde, là, c'est trop la merde, Gaza, blabla, espèce de bouillie, tu vois. Et mais en réalité, ce dont elle ne se rend pas compte, c'est qu'on leur laisse la parole parce que ça, d'abord, il y a une partie de ce qu'elles disent qui sert un peu les intérêts gouvernementaux et c'est absolument rien un danger. Donc elles ont l'impression qu'elles combattent et qu'on les empêche de parler alors qu'on leur laisse l'autoroute pour parler. C'est vrai que c'est pas donc voilà, c'est un faux mouvement d'autoposition totalement. Donc il ne s'agit pas de gauche et de droite. C'est-à-dire là, la vraie opposition, c'est entre Trump et par exemple les gouvernements actuellement au pouvoir en Europe, comme Merz, Macron, Starmer. Et ex-Trudeau, bientôt ex-Trudeau, enfin on ne sait toujours pas s'il est là, plus là, machin. Non, Trudeau, il est plus Premier ministre du Canada. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y en a un autre, pardon. Oui, c'est un autre libéral, mais c'est plus Trudeau. Et donc et on fait exprès de garder les vieilles oppositions, que ça permet aux gens de ne pas comprendre, de ne pas avoir les trucs. C'est plus simple, c'est schématique et c'est aussi une forme de sécurité. C'est-à-dire que c'est une simplification de la vie politique qui reste compréhensible parce que si on se ramène tous les 10 ans avec de nouvelles notions, alors en fait non, maintenant tous les 10 ans, le vrai shift, c'est la fin de l'opposition droite-gauche. Non, mais c'est une façon, enfin c'est une image la vie. En fait, si tous les 10 ans on se ramenait avec une nouvelle un nouveau paradigme politique, on va dire ça. Non, maintenant, c'est plus uniquement droite et gauche. Maintenant, il y a aussi un axe vertical, mondialiste, non mondialiste, si on veut dire ça. Et ben, à chaque fois, ça fait de nouvelles données compliquées, enfin, plus ou moins compliquées. Ça rajoute déjà de la profondeur. Enfin, le système droite et gauche, il a l'air simple comme ça. Sauf que dans les faits, il est déjà plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'il n'y a pas une gauche, il y a des gauches, il n'y a pas une droite, il y a des droites, il y a aussi plusieurs centres. Le centre gaulliste n'est pas le même que le centre macroniste, pour prendre des exemples évidents. Voilà, c'est déjà quelque chose d'assez complexe. Tu rajoutes en plus l'axe de rapport à la mondialisation et éventuellement à d'autres phénomènes. En fait, c'est pas juste des questions comme ça, parce que est-ce que être conservateur, c'est de droite ? Aujourd'hui, oui, mais ça l'était pas nécessairement. Les communistes étaient conservateurs. Oui, voilà, il y a une gauche conservatrice, mais justement, celle-là, elle est fustigée. L'URSS était conservatrice pendant la guerre froide, alors que les États-Unis étaient progressistes. Qu'est-ce qui fait que tu es de droite et de gauche ? Bref, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et intéressant. Vas-y, Bastien. Alors là aussi, c'est quelque chose. Bon, encore une fois, je remets pas en question le fait que l'expression et même le fond en fait de leur pensée peut avoir l'air idiote ou dénué de tout raisonnement, mais faut être quand même aussi rationnel. C'est que quand on est jeune, on a beaucoup de bons sentiments et pas beaucoup de bouteilles. Et généralement, dès que vous commencez à avoir une activité économique un peu soutenue, que vous rentrez dans le monde du travail, que vous avez un appart, que vous payez un loyer, que vous payez des impôts, ça commence à se calmer, vous pondérez. Et je pense que ça va se gérer en partie comme ça. Mais le vrai souci, c'est que à force d'avoir monté à un tel point la volonté de culpabilisation sur les autres catégories de population, et je dis ça en tant que rural, le fait est, c'est qu'ils se sont attirés la haine de gens qui, je vous le dis clair et net, qui se moquent d'eux. En fait, s'ils n'étaient pas là, ça leur poserait pas problème. En fait, c'est-à-dire que la recherche de conflits permanents avec des catégories de population qui ne leur sont pas fondamentalement hostiles parce qu'elles les ignorent, en fait, ils en sont arrivés au stade où personne ne doit pouvoir nous ignorer. Donc, ils sont dans une approche vindicative avec toutes les catégories de la population, ce qui fait qu'au final, vous avez une augmentation de la tension qui est quasiment permanente, et ce qui aboutit au carré, au cube ou puissance 10, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire que grosso modo, ils se sont dit, on va tirer sur un influenceur conservateur qui est en train de discuter sur un campus. Alors que je ne vais pas vous faire l'éternel relance sur oui, les vrais fascistes sont les antifascistes. Non, mais c'est qu'à force d'avoir fait une société de tension dans tous les sens du terme, politique, du fait migratoire, etc., les gens ne peuvent plus se sentir. Et
à titre personnel, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'alors qu'on a une société qui est encore assez fonctionnelle, d'accord, comparée à d'autres sociétés, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures, on a un système éducatif qui va pas très bien, mais qui fonctionne encore à peu près, on a une pacification des relations politiques qui est encore assez importante, et on a un appareil d'État qui tient la route, dans les grandes lignes, encore une fois. Et ben, moi, j'aimerais juste qu'on évite de se bouffer le nez comme des chiffonniers, juste pour des histoires de j'aime manger du steak, je mange de la laitue. Je supporte pas que mon voisin dise ah, j'en ai plein le cul des Arabes. Ou inversement, que mon voisin dise ah oui, mais il faut les accueillir. Parce que, honnêtement, hein, vous pensez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, ne vous sautez pas à la gorge. C'est tout. Moi, je trouve qu'il y a un symbole quand même plus fort que ça dans la mort de Kirk. C'est qu'il y a quand même, dans une partie de cette gauche-là, une volonté anti-lumière et anti-occidentale assez profonde. Et même si la forme du débat n'était pas toujours idéale, du 10 contre 1, c'est quand même quelqu'un qui a été discuté aussi à Oxford sur des formats plus standards de débat. C'était un débatteur, c'était un articulateur du logos, tout à fait courtois. Et le fait de tuer quelqu'un qui discute, qui tend la main, c'est quand même tiré sur toute la tradition occidentale partant de la Grèce antique. Et c'est vraiment en cela un geste tout à fait non seulement antidémocratique, mais aussi anti-occidental. Et on voit en cela quand même que ces gens sont tellement à gauche qu'ils sont à la droite d'Hitler, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, c'est le tout faux, quoi. Tu es contre la haine, contre le fascisme, avec un mec qui te tend la main, qui discute, et quand on n'est pas d'accord, il dit agree to disagree, bon tant pis, c'est pas grave, on n'est pas d'accord, on se respecte quand même. Bah, Oui, mais il avait aussi une pugnacité il avait plutôt envie de les latter quand même, souvent. Je pense que c'est quand même ça. C'est le jeu du débat. Ouais, Bien sûr qu'il avait envie de et débattre. d'ailleurs, il y arrivait, donc c'est ça qui Il a passait envie de très bien. gagner le débat, je trouve pas ça négatif. En soi. C'est normal. Et il avait, enfin, certes, il avait, on peut dire, une malignité. Allez, vas-y, on va dire ça. Dans le sens où il allait au débat volontairement, justement, pour essayer de démontrer que leurs pensées étaient fallacieuses. Il s'en cachait pas trop, je crois, hein. Ne serait-ce que dans ses propres positionnements politiques, c'est clair que si tu es du sien, tu vas pas aller débattre avec les gens juste pour le plaisir de. Enfin, tu peux, mais bon, si tu filmes, a priori, tu y vas quand même pour faire une certaine mise en scène, pas dans le sens où tout est prévu ou quoi que ce soit, mais où tu as un but, un peu de divertissement, et le divertissement, c'est regarder, la pensée de cette personne n'est pas cohérente ou elle manque de cohérence, voilà. Mais pour reprendre, je finis vite, pour reprendre ce que disait David, je trouve que symboliquement, c'est terrible. C'est une. Alors, symboliquement, peut-être que je vais trop loin, mais en assassinant, parce que c'est le terme, hein, en assassinant Kirk, qui était quelqu'un d'ouvert au débat, c'était pas un rhéteur qui justement haranguait la foule et qui les poussait à la violence ou quoi que ce soit, parce que ça n'aurait pas été plus acceptable moralement, mais ça aurait été plus compréhensible. C'est comme si on avait tiré sur la liberté d'expression elle-même. Oui, mais ils sont pas spécialement pour la liberté d'expression, hein. Ça, c'est un gimmick qui est utilisé en général quand on est en faiblesse. Oui, mais c'est quand même les progressistes qui, quand même, historiquement, se battaient pour l'extension des droits individuels contre l'Église, contre les carcans culturels, contre la restriction des femmes, qui ont réinstallé les dortoirs raciaux. Je veux dire, bravo, c'est l'apartheid, incroyable. Au nom c'est le bon respect des apartheid. minorités, et qui suppriment la liberté d'expression. Enfin, je veux dire, les mecs ont le bras tendu comme ça, mais ils te disent que c'est Mère Teresa qui tend le bras. Enfin, je veux dire, c'est bête, quoi. Enfin, c'est terriblement bête, quoi. Séparé, mais égaux positivement. C'est bête, mais en même temps, c'est très primitif, surtout. Excusez-moi. Il fait tard. C'est en fait, chacun veut avoir raison. Et sous couvert
d'ouverture et du camp du bien, en fait, c'est primitivement, je veux avoir raison et par tous les moyens. Il y a Par les un moyens tweet, les plus fallacieux. qui a été vu et je crois qu'il a été, il a été liké plus d'1 million de fois, qui disait, bah maintenant il a perdu le débat. Mais non, Oui. non. 1 million de personnes ont fait voilà, tu as perdu le débat. Bon, je sais pas si c'était 1 million, Ça mais fait oui, peur, il quoi. y a eu un truc comme ça qui a fait plusieurs dizaines au moins de milliers de. Non, il y a plusieurs centaines de milliers de vues. Oui, voilà, ça. En vue, oui. En fait, c'est exactement l'inverse. Tu l'as buté parce que tu n'as pas d'argument. Et ça, c'est terrible, quoi. Ça. Bastien? Oui, ça me fait penser à quelque chose. Bon, association d'idées par rapport à la discussion. C'est en fait, ça m'avait rappelé le livre de Christopher Lasch, La révolte des élites. Et à un moment, il a un passage. Alors, je vous m'excuserai, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai pas lu, mais il avait fait cette distinction entre le populisme et le communautarisme, en disant que le populisme, c'était une logique de méritocratie et d'autonomisation des individus, alors que la logique communautariste, c'était une logique compassionnelle. Alors, compassionnelle au sens de quoi? C'est-à-dire, les gens se regroupent. Alors, je m'excuse si jamais j'érafle la théorie ou je fais un contresens, mais c'est mes souvenirs. La logique compassionnelle du communautarisme, c'était de dire oui, le monde il est méchant, on va se regrouper entre nous et nous on va être gentils, on va s'organiser pour que nous on se sente bien, heureux et prospère. Le problème étant, c'est que c'était une démarche régressive et surtout une démarche où en fait, même quand le groupe, il ne parlait pas de groupe ratio, mais le groupe constitué sur la logique compassionnelle lui-même allait se resserrer sur d'autres groupes, sur des logiques compassionnelles et possiblement victimaires encore plus réduites. Ce qui fait que vous ne pouvez pas faire le bien commun, vous ne pouvez pas donner un contrat social à une société si vous êtes sur une logique de victimisation, si vous êtes sur une logique, c'est ça, de victimisation, sur une logique de compassion négative. Je suis désolé, vous ne construirez rien avec ça, hormis une société délétère et des relations interindividuelles déplorables. Donc, alors, je ne dis pas que, encore une fois, Lasch est le tenant et l'aboutissant et que je suis son prophète, mais il me semble qu'il faudrait quand même qu'on retourne vers des choses beaucoup plus concrètes et sur des démarches plus fonctionnelles et en minorant, je pense, parce qu'actuellement, la majeure est basée sur de la théorie politique, des fois un peu mal dégrossie, qui alimente le capitalisme, comme l'avait bien souligné Flavie, qu'on passe à une étape plus fonctionnaliste pour vivre dans des systèmes cohérents et fonctionnels. Et je pense que rien que ça nous ferait faire une révolution copernicienne par rapport à notre situation actuelle. Votre micro est coupé. Pardon. Je propose de faire un dernier mot chacun, dans le sens où on peut parler des dizaines d'heures de ça, tourner le diamant entre nos mains et voir d'innombrables formes sans jamais toucher l'essence de l'affaire. En tout cas, on ne peut pas nier vivre une époque de transition et une époque intéressante. Peut-être un dernier mot chacun, et puis on ira gentiment dormir. Flavie, à toi l'honneur. Non, commence, parce que là, je suis un peu... Je suis prise dépourvue. Eh bien, si on vit une époque de transition et que c'est intéressante, j'aimerais qu'elle soit un peu moins pourrie, cette époque intéressante. Oui, parce que par ailleurs, elle est pas très saine. Oui. Bastien. Le Tchétchène, un commentaire? Oui, enfin, le Tchétchène, il va retourner à Grozny à ce rythme-là. Mais plus sérieusement, non, c'est que je dirais aux gens, bon, ça peut paraître étonnant, mais je vous dirais, ne partez pas du principe que la situation est négative, invivable ou pourrie. Partez du principe que demain, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir une restructuration de la société, vous allez avoir des capacités d'investissement, vous allez avoir des avenirs professionnels nouveaux, inédits, du fait des évolutions technologiques, et surtout, dites-vous que, là, je vais citer, il me semble que c'était Saint-Augustin, on l'avait déjà cité avec Noah lors d'une émission, Saint-Augustin qui était cité dans le livre le vrai paradis de Christopher Lasch, encore lui, qui disait que l'âge d'or, ce n'est pas ce n'est pas ce qu'il y a au bout du chemin, c'est ce que nous sommes actuellement dans l'âge d'or et il faut rendre au monde les bienfaits et les vertus que le monde nous a donnés. Je vais faire le versant un peu plus pessimiste face à un discours digne d'un macroniste d'école de commerce un petit peu satisfait de son win-win.
Je vais me permettre un commentaire trop connu mais mal compris de Monsieur Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Bonne soirée à tous les esprits libres. Merci à tous. Bonne soirée Flavie, bonne soirée les messieurs. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.